On a déjà vu au cours comment valider les hypothèses dans un plan croisé en passant par le menu GLM Repeated Measures. On va voir maintenant une seconde approche qui consiste à calculer des scores W0i et des scores WKI. Dans un premier temps, on va calculer une variable W0i exactement comme on le faisait lorsqu'on travaillait avec des plans nichés. C'est-à-dire que pour chaque individu statistique, on va additionner chaque mesure répétée et ensuite on va diviser cette somme par la racine carrée du nombre de mesures répétées. Dans l'exemple qu'on a commencé à développer, on va donc additionner les 6 mesures répétées et diviser le tout par la racine carrée de 6. Alors j'expliquerai plus tard en quoi ce score va intervenir dans l'équation des modèles compacts et augmentés. Par contre, on ne va pas pouvoir utiliser ce score pour valider les hypothèses liées à chacun des contrastes. En effet, dans la mesure où on calcule un score unique par individu statistique, on fait disparaître la source de variabilité inter-mesure répétée, pour dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'appréhender la différence entre les différentes mesures répétées. Et dans la mesure où le principe du plan croisé, c'est que c'est en étudiant la différence entre ces mesures répétées qu'on est capable d'étudier l'effet des facteurs, dans la mesure où les mesures répétées correspondent en fait à chaque condition possible, on voit bien qu'il va falloir s'y prendre autrement pour pouvoir valider les hypothèses. Pour le faire, on va devoir calculer un autre type de score qu'on va appeler WKI. Et on va calculer autant de scores WKI qu'il n'y a de contrastes dans le design. Dans un premier temps, je vais expliquer comment est-ce qu'on calcule ce score WKI et ensuite j'expliquerai en quoi ces différents scores vont participer à la validation des hypothèses. Dans la formule que je vous présente, H correspond au numéro de la condition. On est en train d'étudier un design 2 x 3, ce qui veut dire qu'il y a 6 conditions en tout. H va donc varier de 1 à 6. I, c'est le numéro du sujet, ou plus précisément, dans le contexte ici, de l'individu statistique. Delta correspond au code contraste. Et enfin, Y correspond au score de la VD. Au numérateur, pour chaque condition, je vais multiplier le score obtenu pour la VD par le code contraste. Une fois que j'ai fait ça pour les 6 conditions, je vais additionner les 6 scores obtenus. Enfin, au dénominateur, je vais additionner le carré de chacun des 6 codes contraste. Et une fois que j'aurai additionné les 6 scores obtenus, je prends la racine carrée du tout. Voici l'illustration de ce calcul pour le premier contraste. Je vous rappelle que le premier contraste se rapportait à l'effet principal du type de série et qu'on avait attribué les codes -1 pour toutes les séries aléatoires et le code +1 pour toutes les séries ordonnées. En vue de calculer le score WKI, je dois extraire les 6 scores correspondant aux 6 mesures répétées. Les 3 premiers scores qui correspondent à des séries aléatoires vont être pondérés par -1 et les scores correspondant aux séries ordonnées vont être pondérés par +1. Si j'illustre cela pour le premier individu statistique, par exemple, les 3 premiers scores 4, 5 et 5 qui correspondent tous les 3 à des scores obtenus avec des séries aléatoires vont être pondérés par le score -1. Ensuite, les 3 scores correspondant aux séries ordonnées, 4, 5 et 4, vont être pondérés par +1. Au dénominateur, je vais élever chacun des 6 codes au carré, et ensuite, lorsque j'aurai additionné ces carrés, j'en prendrai la racine carrée. C2 était le contraste qui allait traduire l'hypothèse liée à l'effet principal du temps de présentation, et dans la mesure où on s'attendait à un effet linéaire du temps sur le nombre de chiffres restitués, on avait défini les codes -1 pour 10 secondes, 0 pour 20 secondes et 1 pour 30 secondes. Cette fois, les 6 mesures répétées vont être pondérées par les scores se rapportant à ce deuxième contraste. Autrement dit, les 2 séries qui correspondent au temps de présentation 10 secondes, aléatoire 10 secondes et ordonnée 10 secondes, vont être tous les deux pondérés par -1. Les 2 scores qui se rapportent au temps de présentation 20 secondes vont être pondérés par 0, ce qui veut dire qu'au final, ces 2 termes, 0 fois A 20 secondes et 0 fois O 20 secondes, vont disparaître du numérateur. Et enfin, les scores correspondant au temps de présentation 30 secondes vont être pondérés par +1. Au dénominateur, je vais élever au carré mes 6 codes contraste et additionner le tout, ce qui donnera 1 au carré, +0, +1, +1, +0, +1. Cela me donne 4 et je prends la racine carrée de 4. J'obtiens donc au dénominateur 2. Ce que je viens d'expliquer pour C1 et C2 devra également être appliqué respectivement pour C3,
C4 et C5. Maintenant, voyons quel est le lien entre ces scores W et la validation des hypothèses liées à chaque contraste. Voici le calcul qu'on aura opéré pour chaque contraste et pour chaque individu statistique. Si je m'intéresse à un contraste en particulier, je pourrais noter que pour tous les individus statistiques, les deux termes que je vous représente ici en bleu sont en fait des constantes, c'est-à-dire qu'ils auront exactement la même valeur pour tous les individus statistiques de ma base de données. Pour ceux qui étaient présents dans mes séries de TP la semaine dernière, j'avais fait une petite démonstration Excel dans laquelle je vous illustrais le fait que si je multiplie une série d'observations par une constante K, et qu'ensuite je prends la moyenne de tous ces scores pondérés, j'obtiendrai un score qui serait exactement égal à la moyenne de toutes les observations, cette moyenne étant elle-même pondérée par la constante K, que voici. Si je garde ces propriétés en tête, je peux en déduire que la moyenne de tous les scores WKI calculés pour un contraste en particulier pourra être obtenue en calculant au numérateur la somme des moyennes de chaque condition pondérée par le code contraste, le tout divisé par la racine carrée du carré des codes contraste. Ici à droite, je vous remets la formule issue du syllabus théorique qui permet de calculer le coefficient associé à chacun des codes contraste dans la métrique Y. Et on peut facilement constater que la formule de droite et celle de gauche sont pratiquement les mêmes. La seule différence, c'est que dans le calcul de la moyenne du score WKI, on a la racine carrée qui apparaît au dénominateur. Et ça me dit deux choses. Premièrement, ça me montre bien que je vais pouvoir utiliser la moyenne des scores WKI pour voir si je peux valider ou pas les hypothèses liées à chacun des contrastes. La deuxième chose que ça me dit, c'est que par simple transformation linéaire, je vais pouvoir facilement passer de la moyenne des scores WKI, c'est-à-dire le coefficient associé à chaque contraste dans la métrique W, à bêta, c'est-à-dire le coefficient associé à chaque contraste dans la métrique Y. On va à présent passer à la pratique. Dans un premier temps, on va calculer dans la base de données tous les scores W0I et les scores WKI, et ensuite on utilisera les scores WKI pour valider les hypothèses liées à chacun des contrastes. Je viens de montrer il y a quelques instants que la moyenne de chacun des scores WKI correspondra au coefficient des contrastes exprimés dans la métrique W. Dès lors, il suffira de comparer la moyenne des différents contrastes à 0 pour déterminer si oui ou non il y a un effet significatif du contraste. C'est le menu Transform Compute Variables qui va me permettre de calculer ces variables W. Je commence par la variable W0i. Comme vous le savez, je vais additionner les différents scores correspondant aux mesures répétées. C'est ce que je fais. N'oubliez pas de bien mettre cette somme entre parenthèses, puisque comme vous le savez, la division a toujours priorité sur l'addition et la soustraction. Et donc, si je ne pense pas à bien inclure les parenthèses, il n'y aura que le dernier terme de l'addition qui sera divisé par la racine carrée. Pour écrire racine carrée de 6, j'utilise SQRT et entre parenthèses, je précise le chiffre dont je veux prendre la racine carrée. Il s'agit de 6 puisqu'il y a 6 mesures répétées. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais calculer les différentes variables WKI. Pour ce faire, je retourne dans le menu Transform Compute. Et les 6 mesures répétées qui se trouvent entre la parenthèse, je vais devoir les pondérer par les codes correspondant dans un premier temps à C1, puisque je vais commencer par calculer W1i. Je reviens à mon tableau des codes contrastes. Je vous rappelle que les différents codes de C1 étaient -1, -1, -1, +1, +1, +1. Et bien donc voilà par quel code je vais pondérer les mesures répétées. Ça va donc donner moins une fois aléatoire 1, moins une fois aléatoire 2, moins une fois aléatoire 3, plus ordonnée 1, plus ordonnée 2, plus ordonnée 3. Moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, donne 6. Je ne change donc pas le terme que je mets sous la racine carrée. Voilà pour C1. Je vais directement calculer W2i. Je change le nom. Je vais devoir changer la pondération. Les codes que nous avions choisis dans le deuxième contraste étaient -1, 0, 1,
moins 1, 0, 1. Et donc, je pondère en mettant moins une fois aléatoire 1. Je supprime le terme aléatoire 2 puisqu'il va être multiplié par 0, plus aléatoire 3. À nouveau, moins ordonnée 1, plus 0 fois ordonnée 2, ce terme donc disparaît, plus une fois ordonnée 3. Moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré me donne 4. Je dois donc 7 fois changer le terme que je mets sous la racine carrée. À présent, je vais calculer W3i. Les codes correspondant au troisième contraste sont moins 1, 2, moins 1, moins 1, 2, moins 1. Et donc, je vais à nouveau modifier mes pondérations. Moins une fois aléatoire 1, plus 2 fois aléatoire 2, moins une fois aléatoire 3. Moins une fois ordonnée 1, plus 2 fois ordonnée 2. Alors, moi, j'écris en toutes lettres le terme dans l'expression, mais vous pouvez encore double-cliquer sur ordonnée 2 pour qu'il soit directement transposé dans l'expression numérique. Ça revient exactement au même. Moins une fois ordonnée 3. Moins 1 au carré, plus 2 au carré, moins 1 au carré, moins 1 au carré, plus 2 au carré, moins 1 au carré. Ça va me donner 12. Et donc, je mets 12 sous la racine carrée. N'hésitez pas à refaire les calculs posément à votre aise pour vous assurer que toutes ces valeurs soient correctes. Je continue. W4i. Les codes à utiliser sont 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1. C'est parti. 1, 0 fois aléatoire 2, moins une fois aléatoire 3, moins une fois ordonnée 1, plus 0 fois ordonnée 2, plus une fois ordonnée 3. Sous la racine carrée, je vais devoir mettre 4. Et pour terminer, Transform Compute, je vais calculer W5i en utilisant les codes 1, moins 2, 1, moins 1, 2, moins 1. Une fois aléatoire 1, moins 2 fois aléatoire 2, plus une fois aléatoire 3, moins une fois ordonnée 1, plus 2 fois ordonnée 2, moins une fois ordonnée 3. Le tout divisé par la racine carrée de 1, 5, 6, 7, 11, 12. À travers ce slide, je vous ai rappelé que la moyenne des différents scores WKI obtenus correspondait au coefficient associé à chacun des contrastes. Dès lors, si je parviens à trouver un test qui me permet de comparer la moyenne des scores WKI à 0, je serai en mesure de déterminer s'il y a un résultat significatif ou pas pour chacun des contrastes. Un test qui permet de faire ça, vous en connaissez un depuis BA1. Il s'agit du test T pour échantillon unique, le One Sample T-Test. Dans SPSS, il se trouve sous Analyze, Compare Means, One Sample T-Test. Dans ce menu, vous faites passer les 5 variables WKI et vous mentionnez bien que la constante à laquelle vous voulez comparer la moyenne de ces différentes variables est 0. Le logiciel vous fournira deux sorties. Une première sortie de descriptif contenant entre autres la moyenne des différentes variables. Comme je l'ai déjà répété, ces moyennes correspondent aux coefficients associés à chaque contraste dans la métrique W. Ensuite, vous aurez le One Sample T-Test avec pour chaque variable la valeur de la statistique T, les degrés de liberté et la p-valeur qui vous permet de déterminer si la moyenne de chaque variable est significativement ou pas différente de 0. Attention, puisque on compare la moyenne de chaque variable à 0, on a bien une p-valeur associée à une hypothèse bilatérale. Or, comme vous le savez, pour C1, C2 et C4, on avait défini des hypothèses de type unilatéral. J'ai enregistré précédemment une vidéo que vous trouverez également parmi les différents liens fournis, dans lequel je réexplique en détail comment poser les hypothèses nulles et alternatives associées à chaque contraste. Dans cette vidéo, vous trouverez donc le détail pour savoir si mes attentes sont que le coefficient soit positif ou négatif pour ces contrastes avec des hypothèses en unilatéral.
Mon but ici n'était pas de refaire un rappel détaillé sur ces hypothèses, je vais me contenter de vous rappeler que précédemment, via des graphiques et des descriptives, on avait déjà pu constater que tous les résultats allaient bien dans le sens des hypothèses. Ce qui veut dire que la p-valeur fournie en bilatéral doit être divisée par 2 pour connaître la p-valeur en unilatéral. Pour vous aider, je vais bien retranscrire les normes épiées via un document Word. Alors, W1i est la variable qui se rapporte au premier contraste. Le premier contraste était celui à travers lequel on voulait prouver qu'on allait être capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires. Comme je viens de le rappeler, je vais diviser par 2 la p-valeur associée à W1i. J'obtiens donc que la statistique t à 9 degrés de liberté vaut 2,087 et est associée à une p-valeur de 0,067 sur 2, ce qui entraîne bien un rejet de l'hypothèse nulle. Voilà qui me permet de valider l'hypothèse associée à l'effet principal du type de série. À présent, je vais tenter de valider l'hypothèse liée à l'effet principal du temps de présentation. Les contrastes associés à cet effet principal étaient C2 et C3. On s'attendait à ce que plus on ait de temps, plus on soit capable de restituer de chiffres, et dès lors on avait posé en C2 des contrastes qui traduisaient un effet linéaire. C2 est attesté en unilatéral, puisqu'on a une idée précise du sens attendu de la progression, c'est-à-dire que plus on a de temps, plus on va être capable de restituer de chiffres. C3, au contraire, va être testé en bilatéral et nos attentes soient qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle associée à ce contraste. Pour C2, j'obtiens que la statistique t à 9 degrés de liberté est égale à 4,811, ceci étant associé à une p-valeur de 0,001 sur 2, ce qui entraîne bien un rejet de l'hypothèse nulle. Et pour C3, la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à 0,302, la p-valeur vaut 0,770, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. C4 et C5 sont les deux contrastes qui se rapportent à l'interaction. Pour l'interaction, nos attentes étaient que l'effet linéaire du temps sur la restitution des chiffres soit plus marqué pour les séries aléatoires que pour les séries ordonnées. Cela se traduisait par un contraste C4 que l'on espérait significatif, avec une hypothèse en unilatérale, et un contraste C5 qu'on espérait non significatif. Pour C4, j'obtiens que la statistique t à 9 degrés de liberté est égale à moins 2,535, que la p-valeur vaut 0,032 sur 2, ce qui entraîne bien un rejet de l'hypothèse nulle. Et pour C5, la statistique t à 9 degrés de liberté est égale à 0, avec une p-valeur. Attention, on ne peut pas écrire p égale 1. Je vous rappelle que la p-valeur est calculée au départ de la distribution d'échantillonnage. Cette dernière suit une distribution normale et dès lors, son domaine de définition va de moins l'infini à plus l'infini. Pour cette raison, il est impossible d'avoir une p-valeur qui est strictement nulle ou strictement égale à 1. On va donc noter supérieur à 0,999 pour dire qu'on est très proche de 1 mais sans l'atteindre. Quoi qu'il en soit, cette p-valeur entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. In fine, j'ai pu valider toutes mes hypothèses, tant celles liées à l'effet principal du type que celles liées à l'effet principal du temps et à l'interaction. N'hésitez pas à comparer les résultats qu'on vient d'obtenir à ceux qu'on avait pu obtenir via le menu GLM Repeated Measures. Vous verrez que c'est bien rigoureusement les mêmes statistiques.